D'un monde à l'autre, une émission produite et réalisée par Maïda Sili et Aïssa Khrichi. Tous les vendredis de 15h à 16h sur RTCI. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur RTCI. Vous écoutez D'un monde à l'autre. C'est un numéro spécial musique tunisienne que nous vous proposons aujourd'hui. La musique tunisienne d'hier et d'aujourd'hui. Nous avons d'ailleurs planté le décor déjà avec cette belle musique que vous entendez. Une musique signée Anwar Braham. La musique tunisienne est un ensemble de musiques influencées par le brassage et le métissage d'une population issue de plusieurs civilisations. Cette musique se caractérise par la variété de ses modes et par ses rythmes spécifiques qui se distinguent de ceux d'autres pays culturellement proches. Dans ce numéro, nous vous proposons d'abord une visite au Centre des musiques arabes et méditerranéennes, un magnifique musée unique en son genre et qui regroupe une collection exceptionnelle d'instruments musicaux en plus d'une phonothèque ayant pour mission la sauvegarde et la conservation de la mémoire musicale tunisienne. Nous enchaînerons ensuite avec des portraits, d'abord celui de la première femme chef d'orchestre en Tunisie et dans tout le monde arabe, qui nous parlera du patrimoine musical féminin et surtout du patrimoine musical spirituel, et nous terminerons avec celui des Garbies, un groupe composé de 3 frères musiciens passionnés et innovateurs et qui représente donc la nouvelle scène musicale en Tunisie. Bienvenue à bord. D'un monde à l'autre. Parler de musique en Tunisie, c'est aussi parler du Centre des musiques arabes et méditerranéennes. Une visite s'impose donc, chers auditeurs. Préparez-vous, on vous emmène dans un village monument, un village où se mélangent le bleu, le blanc et la musique. Sidi Bou Saïd, voilà une belle musique signée Riyad El Fehri. Une musique qui nous emmène à ce village, l'un des plus beaux au monde. Son charme, ses couleurs bleues et blancs, sa vue imprenable ou encore ses maisons et ses ruelles ont séduit plus d'un. Le baron anglais Rodolphe d'Erlanger s'y est installé en 1912 et y a fait construire un somptueux palais. Amoureux de musique, il a ouvert sa porte aux artistes de tous bords en organisant des rencontres et des soirées où se mêlent art, musique et littérature. Racheté par l'État tunisien, le palais baptisé actuellement Centre des musiques arabes et méditerranéennes est ouvert au public qui peut y admirer un magnifique musée d'instruments musicaux, une architecture exceptionnelle et de très beaux jardins. On y était. Après avoir reçu la visite de quelques écoles primaires, Fatma Jaberi, la conservatrice du Centre des musiques arabes et méditerranéennes, nous a reçus dans ce somptueux palais, baptisé aussi Najma Zahra. Ce palais, donc on l'appelle palais du baron d'Erlanger ou bien palais Najma Zahra. L'homme qui l'a construit, on va dire en gros, c'est le baron Rodolphe d'Erlanger. C'est un artiste, on va dire complet. Artiste peintre orientaliste et aussi musicologue. Il s'est intéressé à la musique arabe, tunisienne et même au niveau mondial. Et donc lui, il est d'origine allemande, baptisé français, ensuite sujet britannique. Il est venu s'installer en Tunisie à partir de 1910. Il a acheté une ancienne bâtisse et sur laquelle il a construit et complété tout ce décor magnifique que vous voyez là. Et donc ça, c'était entre 1911 et 1922. Il a vécu ici jusqu'à 1932, date de son décès. Et donc, son travail est très reconnu par les musicologues, musiciens. Donc, il a fait de grandes recherches. Après son décès, son fils Léo a pris la relève. Il a continué à conserver le palais, bien sûr avec sa mère Bettina, d'origine italienne, elle. Et en 1989, le palais a été racheté par l'État tunisien. Et on a pensé à y faire une entité ayant attrait à la musique, qui est le Centre des musiques arabes et méditerranéennes. On organise ici des spectacles ou des festivals régulièrement. Donc à part cette activité de la phonothèque, de travail de recherche, donc l'organisation d'événements culturels principalement musicaux. L'autre volet, c'est le volet donc musée, musicologie, donc tout ce qui a attrait à ce patrimoine historique qu'on a là. Donc ces meubles-là, ces tableaux de peinture. Donc la présence de fontaines en albâtre qu'on voit ici, magnifique, au centre de ce patio donc, qui a été couvert depuis l'époque du baron, avec ce décor en marbre,
plâtre sculpté et bois sculpté, doré, donc tout ça. Et puis ces meubles variés de partout, de plusieurs régions, donc des tapis persans, turcs, syriens, tunisiens aussi. On a le tapis kérouanais. On va voir aussi les plateaux en cuivre, typiquement tunisiens. Notre hôte nous a emmenés au cours de cette visite à la salle où le baron d'Erlanger recevait des musiciens et artistes de tous bords. Donc là, c'est la pièce maîtresse du palais, c'est le salon de musique. C'est là que le baron accueillait donc ses invités. Ils pouvaient travailler sur la musique. Les instruments que vous voyez ici exposés sont issus de notre atelier de lutherie. Nous avons un maître, donc luthier, qui est M. Hedji Belasfer, qui s'occupe de cet atelier-là. Il forme continuellement des stagiaires ou des gens amateurs donc d'instruments. Donc on effectue régulièrement des stages de formation pour tous ceux qui s'intéressent à ça. Le centre se définit comme un complexe culturel multidisciplinaire consacré à la musique dans ses différents domaines. Il réunit l'activité scientifique et intellectuelle et la programmation musicale. Hamdi Makhlouf, musicologue, est chargé de l'aspect scientifique du centre. Ici, nous sommes au patio central du palais Najm al-Zahra, là où se déroulent les différentes manifestations artistiques et culturelles, précisément musicales, concerts, masterclass, évidemment des congrès aussi, des colloques scientifiques. Et c'est le lieu mythique, on va dire, de Najm al-Zahra depuis sa création, enfin depuis la création du Centre des musiques arabes et méditerranéennes, le lieu mythique dans lequel vraiment on expérimente pas mal de choses dans le cadre de résidences artistiques avec des artistes de différentes nationalités, avec des artistes tunisiens notamment. En plus des départements consacrés à la promotion de l'activité musicale et l'activité musicologique, le Centre des musiques arabes et méditerranéennes abrite une exposition permanente d'instruments de musique. Aménagée dans l'enceinte du palais, l'exposition est répartie sur 2 salles, la salle Ahmed Delouefi et la salle Manou Bisnoussi. Le musée des instruments de musique, on a 2 salles, la salle Ahmed Delouefi et la salle Manou Bisnoussi. Ces deux personnages également mythique de la musique tunisienne, parce que Cheikh Ahmed Louefi est un musicien qui n'était pas très connu à son époque, mais on le connaît aujourd'hui à travers des chansons de ses compositions, des moshahat qu'on enseigne aux instituts supérieurs de musique. Et c'est un musicien de très grande qualité qui a collaboré avec le baron d'Erlanger dans la réalisation de son œuvre générale, la musique arabe. Manou Bisnoussi, c'est le secrétaire du baron d'Erlanger. Il l'assistait pour l'écriture de son livre, La musique arabe. Il a vécu juste après la mort du baron, c'est-à-dire il a contribué à la publication du livre. Il y a aussi le tunnel qui abrite un ensemble de gramophones et de phonotographes, une collection d'instruments. Ce ne sont pas des instruments de musique, des instruments d'enregistrement de disques, des collections de disques vinyles très anciens, etc. Ici, on est dans la salle Ahmed Louefi, qui abrite principalement les instruments de musique, la collection des instruments de musique du musée de Najm al-Zahra. Donc on va dire que ce musée, depuis sa création, il est dans cet état en fait. C'est un état respectable, mais on va certainement l'améliorer, le réaménager, peut-être le moderniser également avec des tablettes numériques pour exposer évidemment la spécificité de chaque instrument. C'est un travail de longue haleine qui nécessite évidemment beaucoup de ressources financières et humaines en cours. Mais de toute façon, l'exposition, elle est vraiment traditionnelle et c'est une exposition qui est, on va dire, dans les normes des plus grands musées d'instruments de musique dans le monde. Ici, on a par exemple les instruments de percussion. On trouve pas mal d'instruments. Le tbal que vous connaissez, le bandir, nagarat. Voilà, une panoplie d'instruments qui sont annotés juste ici en 3 langues pour nos visiteurs. Alors ici, on a une série de claviers, on va dire, de claviers, principalement des harmoniums. Donc il y a une petite c'est des pièces rares, hein. C'est des pièces rares, c'est des pièces uniques. C'est des pièces uniques, des pièces rares.
Et donc, il y a une explication sur, évidemment, sur chaque instrument. Ici, on a des expositions, la partie des instruments avant. Est-ce qu'il y a un instrument emblématique de la musique tunisienne? Il y a plusieurs instruments phares dans la musique tunisienne, comme le oud arabi tunisien, comme nagharat, comme rbeb, mais c'est des instruments qui sont malheureusement en voie de disparition, parce qu'aujourd'hui il y a pas mal de choses qui ont changé par rapport à l'industrie de la musique, par rapport au son, par rapport aux possibilités de jeu, par rapport à la globalisation dans laquelle on vit aujourd'hui, aux échanges culturels entre la Tunisie et plusieurs autres pays, plusieurs autres cultures musicales. Mais il y a des instruments traditionnels, évidemment, comme le zokra, comme shabeba, comme le naï, comme des instruments à percussion, comme tbal. Il y a pas mal donc d'instruments phares dans la musique tunisienne et qui sont... C'est vrai que c'est en voie de disparition au niveau de l'utilisation générale, hein, mais il y a plusieurs musiciens et compositeurs tunisiens qui commencent à revenir vers ces sources, à exploiter la qualité sonore et le timbre ou les timbres de ces instruments pour les utiliser dans leur propre création d'aujourd'hui. La salle Ahmed Louefi présente la collection la plus complète réunie à ce jour des instruments de musique en usage en Tunisie. Elle abrite une collection de plus de 250 instruments, toutes régions et tout genre de musique confondus. Fruit d'une campagne de collecte conduite par le Centre des musiques arabes et méditerranéennes en 1992 et qui avait couvert pratiquement l'ensemble du territoire tunisien, cette collecte ne cesse de s'élargir grâce aux dons et aux acquisitions. En face de la salle Ahmed Louefi se trouve la salle Manou Bisnoussi. Cette salle abrite une quinzaine d'instruments de musique d'origines diverses, orientales, européennes et africaines, faisant partie de la collection personnelle du baron Rodolphe d'Erlanger, qui, comme l'attestent les documents iconographiques retrouvés dans ses archives personnelles, était aussi un collectionneur d'instruments de musique. Ça, c'est un instrument très particulier, le gougaï. Gougaï, c'est un instrument... Ça vient d'où, ça? C'est d'origine subsaharienne. Alors, avec des caisses ornementées, sculptées, avec des petits arabesques. C'est des darboukas très anciennes, des pièces rares aussi, des pièces uniques. Voilà. Nagharat en plus petit format. Tar traditionnel tunisien. On va dire qu'il y a pas mal d'instruments de musique qui sont utilisés en Tunisie depuis le début du XXe siècle, qui sont donc originaires de l'Orient. D'accord. Donc il y avait une interchangeabilité, un échange culturel. Le baron d'Erlanger a contribué aux actions entreprises dans le monde arabe et ailleurs en faveur de la préservation et de la renaissance de la musique arabe. Sa contribution s'est concrétisée notamment par l'élaboration de 6 volumes sur cette musique. Dans le musée, on trouve exposée la première édition de ce livre. Alors ici, il y a une exposition des 6 tomes de la musique arabe par le Rodolphe d'Erlanger. Et c'est la toute première édition éditée par Paul Goettner, qui est un éditeur qui existe jusqu'à aujourd'hui. Il a réédité ces 6 tomes. C'est une œuvre fondamentale, de base à laquelle tous les musicologues et chercheurs en musique et musicologie du monde en général et du monde arabe en particulier auront recours pour puiser bien sûr travailler dessus ou pour comprendre la musique arabe d'une manière générale. Alors les 6 tomes les 4 premiers tomes concernent la traduction d'épîtres anciens depuis Al-Kendi au 9e siècle jusqu'à Al-Ladhiqi 14e, 15e siècle. Les 2 derniers tomes
5e et 6e concernent les systèmes mélodiques et rythmiques du monde arabe. C'est une étude des échelles, une étude des degrés, une étude générale sur la musique arabe. Les travaux et l'intérêt du baron d'Erlanger pour la musique étaient d'une importance telle que le roi Farouk Ier d'Égypte l'a chargé de la préparation du premier congrès de la musique arabe qui s'est tenu du 28 mars au 3 avril 1932. Erlanger y a travaillé avec l'aide de musiciens tunisiens et proche-orientaux. Malheureusement, sa santé ne lui a pas permis de se rendre au Caire pour participer au congrès et il est décédé le 29 octobre de la même année. Une grande photo regroupant la délégation tunisienne ayant participé à ce congrès est exposée entre les deux salles du musée. En plus des départements consacrés à la promotion de l'activité musicale et l'activité musicologique, le Centre des musiques arabes et méditerranéennes abrite le siège de la Phonothèque nationale tunisienne, une pièce maîtresse chargée de la collecte du patrimoine musical tunisien en vue de le conserver, de le diffuser et de le mettre à la disposition des chercheurs en matière de musique. Troisième étape de notre visite. Tout est conservé ici dans des conditions climatiques optimales, pour garder les supports intacts. Tout est référencé, on a un inventaire général de ce qu'il y a ici, avec des cotes spécialisées, etc. Avec des boîtes spécifiques qui ont été importées de l'étranger, destinées à la conservation de documents d'archives en état délicat. Et donc ce que vous voyez ici, c'est à peu près 31 000 supports d'enregistrement. Si chaque support contient 1 heure d'enregistrement, on a 31 000 heures de musique et d'enregistrements divers, audiovisuels, qui font partie de plusieurs collections. Donc la décomposition de ce fonds, il y a un fonds édité et un fonds inédit. Chaque fonds possède plusieurs corpus, chaque corpus possède plusieurs collections et chaque collection possède plusieurs articles ou items. Des enregistrements de différentes traditions, de différents genres musicaux. On trouve le traditionnel, le moderne, on trouve le plus ancien enregistrement qui a été offert à Najma Zahra il n'y a pas longtemps, il me semble, et qui date de 1900. Et c'est une chanteuse qui s'appelle Fatouma, tunisienne, qui chante 1903. Voilà, déjà 1903, c'est à peu près 40 ans après la découverte du phonotographe. Et donc, un enregistrement qui date de 1903, on trouve des Allemands qui enregistrent Fatouma à l'époque de la Tunisie coloniale. Fatouma qui chantait avec beaucoup d'aura. Et que voilà, tous les supports sont là. Voilà les disques ici. Et cela va de soi, notre visite s'est terminée à la salle d'écoute, là où nous avons pu écouter Fatouma chantant Fregerzeli, le plus ancien enregistrement à la Phonothèque nationale. Fregerzeli est une chanson, un fundo. On en compte 3 fundos en Tunisie. Fregerzeli, Yakhil Salem, ou Namit Nammel Khalil. Fregerzeli est un des fundouettes les plus connus, que Saleha est connu avec la voix de Saleha, bien sûr, mais elle l'a chanté. Donc là, on trouve Fatouma en 1903 qui chante Fregerzeli. On peut l'écouter. Voilà, donc des extraits de 1903, Fatouma. Nous avons notre propre plateforme qui doit abriter tout l'archive sonore. Et c'est une plateforme scientifique
dans laquelle on peut mettre des annotations sur les documents, la date, les chanteurs, les instruments de musique utilisés, avec des détails historiques, mais qui sera mise en place d'ici 4, 5, 6 mois peut-être, d'ici mi-2018, Inch'Allah, tous. En attendant cette nouvelle plateforme, la salle d'écoute est accessible à tous. Inaugurée en décembre 2016, cette salle, répondant aux exigences techniques les plus pointues, est mise à la disposition des chercheurs, mais aussi du grand public. Avec son statut d'institution publique spécialisée et le caractère des activités musicales qu'il propose, le Centre des musiques arabes et méditerranéennes est désormais un acteur central et un élément décisif dans le paysage musical tunisien, arabe et méditerranéen. Il fait aussi du village de Sidi Bou Saïd un rendez-vous de tous les artistes. D'un monde à l'autre. Nous poursuivons avec une chanson du patrimoine, une chanson de Saliha. Yakhil Selem, au cavalier de Salem, et la chanson qu'on vous propose, c'est un poème en guise d'éloge funèbre d'un père à son fils Salem quand il voit rentrer son fils abattu par l'ennemi sur un cheval au milieu de ses soldats. Saliha, une pionnière de la musique tunisienne. Le prochain portrait qu'on vous propose, chers auditeurs, est aussi celui d'une pionnière. Elle est la première femme chef d'orchestre en Tunisie et dans tout le monde arabe. C'est la fille d'un grand musicien tunisien, Qadour Srarfi, violoniste, chef d'orchestre et compositeur de musique arabe classique. J'ai nommé Amina Srarfi, qui, dans ce reportage, nous parle du répertoire musical féminin, mais surtout du répertoire musical spirituel féminin. Portrait. Je finis. Et... Depuis 25 ans, la musicienne et chef d'orchestre Amina Srarfi fait partie de ces femmes qui luttent pour conquérir leur espace et faire connaître un patrimoine musical tunisien féminin. Encore. Tous les samedis, elle retrouve les membres de son orchestre dans son conservatoire au centre-ville de Tunis. Au mur, des tableaux d'instruments, des photos, des certificats de feu Qadour Srarfi, son père, grand violoniste et chef d'orchestre tunisien. C'est dans cette atmosphère paisible et chaleureuse qu'Amina Srarfi partage sa passion pour la musique tunisienne avec son orchestre. Au début,
et à la fin, d'accord, avec l'introduction. Et c'est là qu'elle nous a accueillis entre deux répétitions. Être chef d'orchestre, n'est pas prendre une baguette et aller dire 1, 2, 3 et puis ça y est, ça commence. Non, il faut avoir de bonnes bases, il faut être bien formé musicalement et avoir une grande connaissance des instruments de musique, des instruments musicaux, de tous les genres musicaux pour pouvoir bien guider, bien gérer son orchestre et donner aussi quand même de la belle musique. Vous essayez de mettre en avant des musiciennes femmes, des chanteuses, et c'est la musique et le répertoire féminin que vous essayez aussi un tant soit peu de mettre en avant dans le cadre de vos concerts. Parlons de ce répertoire justement. On sait que la musique tunisienne ou l'âge d'or de la musique tunisienne a été marqué par plusieurs voix féminines. Je pense à Saliha par exemple. Quelle place justement avait la femme? Est-ce qu'elle a une bonne place dans la musique tunisienne? Ou est-ce que c'était vraiment une musique où il y avait beaucoup plus d'hommes que de femmes? Il y a toujours beaucoup plus d'hommes que de femmes, même jusqu'à maintenant. Mais oui, parce qu'au début du XXe siècle, il ne faut pas oublier que c'était pas bien de suivre tout ce qui est art, hein, et principalement la musique. C'était mal vu du côté de la société de suivre de la musique, d'être musicienne ou d'être chanteuse, etc. Par contre, ces chanteuses-là étaient bien respectées du côté artistique. Toutes les chanteuses, Saliha, Fathia Khayri, Shafia Roujdi, Fadila Khitmi, qui était la première musulmane qui a chanté sur scène, elles ont suivi leur intuition, elles ont suivi leur amour pour le chant et ont laissé tous les tabous de la société et elles ont réussi. Et la preuve, jusqu'à maintenant, on chante leurs chansons. Bien sûr, avec le temps, on a pu acquérir ce respect pour les chanteuses. La femme a commencé à prendre sa place dans le domaine artistique. Pas en tant que chanteuse seulement, mais la musicienne, elle commence à gravir les échelons et à prendre sa place. On remarque même dans des orchestres comme l'orchestre symphonique, comme l'orchestre national tunisien, que les jeunes femmes sont de plus en plus nombreuses. Et je pense que c'est grâce aussi à l'orchestre Al-Azifet, c'est grâce à Amine Asrarfi qui a donné ce punch aux femmes d'être musiciennes et d'être sûres d'elles. Aujourd'hui, on peut voir des musiciennes faire des solos toutes seules, dans plusieurs instruments, au piano, à l'orgue, au violon, au oud, naï, et ça me fait plaisir. Et ça m'honore également parce qu'il y a 25 ans, il n'y avait presque pas de musiciennes. Je suis effectivement la première femme chef d'orchestre dans le monde arabe. Elles étaient une vingtaine de musiciennes à suivre les directives d'Amine Asrarfi ce samedi. Amina qui, comme un papillon, voltigeait au milieu de ces musiciennes, joyeuses et légères. Avec sa verve, mais surtout sa joie, Amine Asrarfi nous a plongé avec nostalgie dans l'univers riche et magique de la musique maghrébine. Alors de temps en temps, je fais un petit tour dans le répertoire maghrébin, le patrimoine maghrébin et surtout tunisien, algérien, marocain. Alors dans le... Là, ce que vous venez de jouer, c'était quoi? Ce qu'on a joué, c'est une chanson algérienne de Gerouebi. C'est une chanson que j'entendais depuis que j'étais toute petite, il y a l'Warqa, et on voit la différence même aujourd'hui avec ces messages et SMS. Comment avant c'était, on écrivait des lettres et comment l'amoureux envoyait à sa bien-aimée cette lettre, etc. Et les paroles sont vraiment très très belles. C'est une chanson de Heshmi Gerouebi qui date de 50 ans peut-être. Le dernier projet d'Amine Asrarfi s'intitule Lilla. C'est un grand spectacle soufi, Hadrat Tenseh, avec des maddahat de Tunis, de Djerba et de Bizerte. Lilla, c'est un voyage dans la musique spirituelle féminine. Je peux dire que c'est vraiment une première en Tunisie parce que ce thème-là n'a pas été travaillé auparavant.
On écoutait ces chansons un petit peu partout, sur tout le territoire tunisien, chantées par des maddahat, comme on dit. Et alors j'ai fait ma recherche et j'ai trouvé de très très belles chansons où l'on fait des louanges aux saintes de la Tunisie. Ces maddahat chantaient aussi les saints également de la Tunisie comme Sidi Mahrez, Sidi Belhassan, etc. Ce qui est différent, c'est que la manière de chanter, la manière d'interpréter ces chansons est tout à fait différente des chansons et des hadras des hommes. C'est vraiment un autre esprit. C'est surtout sur un esprit de fête. Il y a les youyou et aussi on remarque que dans les textes surtout, lorsqu'une femme s'adresse à une autre femme, l'écriture est différente. Ce n'est pas du tout la même chose. Et cela, ça se remarque dans tous les textes que j'ai pu trouver. Et la majorité que j'ai trouvée, c'est grâce à une maddeha de plus de 80 ans, Mamia Karoui, qui m'a beaucoup aidée pour avoir ce beau répertoire. Donc tout le spectacle est inspiré de textes et de chansons du patrimoine spirituel tunisien. Donc vous avez sillonné, je suppose, la Tunisie à la recherche justement de ces pépites que vous rassemblez aujourd'hui dans ce spectacle. Tout à fait. Et comme bien sûr c'est très vaste, donc en 2 heures de temps on ne peut pas tout présenter, j'ai choisi Bizerte, Tunis bien sûr, et Djerba. Ces 3 régions de la Tunisie que j'ai voulu présenter dans un premier temps, parce que le répertoire est très très grand, et vraiment est très très vaste. Donc on pourra peut-être après, par la suite, évoluer et changer au fur et à mesure et ajouter à chaque fois une chanson de telle ou telle. Mais le répertoire est là, j'ai fait ma recherche et tout est là. Dans certaines chansons, on retrouve une mélodie que l'on connaît, comme alors, c'est devenu etc. Et j'ai trouvé ça dans ce que chantent les madhat à Tunis, à Saïda Manoubé. On chante ce texte. Il y a aussi un autre texte que l'on a pris sur la chanson de Naama, etc. Et c'est devenu etc. Donc vous voyez que le répertoire spirituel féminin est tout à fait différent du répertoire spirituel mâle, si l'on peut dire ainsi. Je parle de l'esprit, je parle de la couleur des chansons. Ce n'est pas tout à fait la même chose. D'accord, chez les hommes, c'est plus viril, c'est plus fort, mais là, on retrouve vraiment la subtilité du féminin et c'est vraiment très, très beau. Et ce qui est nouveau, c'est surtout les rythmes. Les rythmes que habituellement sont joués par des hommes. Et là, on voit des femmes qui jouent ces rythmes, les rythmes purement tunisiens, du folklore tunisien, et qui ne sont pas faciles à jouer, qui sont vraiment difficiles. Et vraiment, je tire une fière chandelle aux percussionnistes qui ont pu vraiment bien interpréter, bien jouer ces rythmes, et surtout les apprendre, parce que ça fait quelque chose de nouveau par rapport à elles. C'est comme si j'étais en train de faire une course, de courir. Le travail du rythme et de la percussion est très important. Et vraiment, dans la musique spirituelle, dans le chant spirituel, le rythme est très présent et omniprésent. Et il faut qu'il soit
vraiment plein. Et cette orientation justement vers le chant spirituel et la musique spirituelle, pourquoi Amina Srafi? Parce que tout simplement, moi, ça fait 25 ans aujourd'hui, je travaille déjà avec la présence de l'orchestre l'Azifet, et la création de l'orchestre Azifet. En 97, j'ai eu l'idée de grouper des orchestres féminins de la Méditerranée. Et c'est à partir de ce moment que j'ai eu le clic de travailler sur le répertoire féminin tunisien. Il y a de toute manière deux artères. Il y a l'artère spirituelle et l'artère des mariages. Donc il y a ces deux côtés. J'ai commencé par le spirituel. Je ne peux pas dire pourquoi et comment. C'est venu comme ça, instinctivement, et j'ai travaillé dessus. Donc au départ, j'ai ramassé beaucoup de choses, que ce soit les chansons de mariage ou chansons du répertoire spirituel. Puis je me suis retrouvée instinctivement vers le répertoire spirituel, avec de la matière, beaucoup de matière. Ça m'a plu, je me suis approfondie et j'ai pu faire sortir quelque chose en un spectacle. Et est-ce qu'on peut dire que c'est la couleur et l'identité qu'a choisi l'orchestre Azifet? Non, pas spécialement, parce qu'avec l'orchestre, nous avons notre propre répertoire. Il y a le répertoire tunisien, il y a le répertoire international, arabe. Donc, je ne voudrais pas me consacrer pour une seule chose, parce que avec ma propre formation, je suis très ouverte. Et toute musique ou tout chant qui me plaît, je le travaille. Mais je le retravaille à ma manière, comme je le ressens moi-même. Et c'est ça qui a laissé l'orchestre Azifet avoir un répertoire vraiment très très vaste. Juste avant la musique spirituelle, on va dire d'une extrême à une autre, on a travaillé Mademoiselle, qui était des chansons patrimoine du début du XXe siècle. C'est les années 20, les années 30, c'est les décolletés, les boas, les trucs en plumes. Et c'est une autre couleur de notre musique, de la musique tunisienne. C'est-à-dire que c'est vraiment très diversifié. C'est pour montrer également que la Tunisie, tout au long du XXe siècle, est passée par plusieurs genres musicaux. Dans ce spectacle, Amina Srafi a composé 2 chansons. On en cite Lella, une chanson dans laquelle elle cite toutes les saintes de la Tunisie. Quand j'ai senti cette chanson et quand la mélodie m'est venue, j'ai mis beaucoup d'andalou dedans. D'ailleurs, j'ai inclus les castagnettes et ça a donné un autre timbre avec le piano, bien sûr. Amina Srafi, une artiste, une femme, une musicienne qui joue de son violon avec une grande poésie. Une compositrice d'œuvres où se mêlent authenticité et modernité, où se mêlent aussi recherche, réflexion et tendresse. Sa musique touche le public au plus profond, un public vaste, car ses concerts avec Al Azifet l'emmènent dans le monde entier. D'un monde à l'autre. Notre voyage se poursuit avec une chanson de la troupe Al Azifet. C'est un extrait du spectacle Mademoiselle. De ce projet, nous vous avons choisi Vous dansez, Madame.
Nous voilà arrivés à la dernière partie de notre magazine, une partie au cours de laquelle nous allons parler de la nouvelle scène musicale. Même si de nombreux musiciens tunisiens ont réussi à se faire entendre et à se forger un nom, la nouvelle scène musicale en Tunisie demeure encore aujourd'hui très peu organisée. Si des musiciens sont parvenus à innover et à marquer les esprits à travers des créations musicales, le chemin vers la scène reste, pour le moins que l'on puisse dire, difficile d'accès et parsemé d'embûches. Un seul mot d'ordre pour ceux qui réussissent, la volonté et la persévérance. Et c'est justement ce qui nous emmène à Bizerte, à la rencontre des Garbies, un célèbre groupe composé de 3 frères musiciens passionnés et innovateurs. À travers leur histoire, d'un monde à l'autre vous propose de découvrir un aspect du quotidien et des défis auxquels fait face la nouvelle scène musicale en Tunisie, avec ce reportage signé Aïssa Khrichi. Reportage. Plus que quelques réglages avant la répétition, le temps que les élèves de Lotfi se mettent en selle. Hypnose, c'est le nom donné à ce collectif musical composé d'une vingtaine de jeunes et de moins jeunes. Et au menu aujourd'hui, c'est un medley de Wahran Wahran de Cheb Khaled et de la BO de Pirates des Caraïbes. Nous sommes à Bizerte, dans l'école de musique que gère Lotfi Gharbi, l'un des membres du groupe tunisien Les Garbies. Les Garbies, des incontournables de la nouvelle scène musicale tunisienne, sont en fait 3 frères musiciens originaires de Bizerte qui ont fait de leur passion pour la musique une activité professionnelle. Et cela marche plutôt bien, il faut dire. Ce sont près de 300 élèves qui fréquentent régulièrement cet établissement pour développer leurs compétences musicales, une mission que Lotfi prend très à cœur. Transmettre son savoir sans compter et au plus grand nombre de jeunes possible, c'est la devise de Lotfi. Il nous en parle pendant une brève pause cigarette dans la cuisine de sa maison que seule une porte sépare de son école. Je suis très engagé. Je prends ça très à cœur, de manière profonde. Je suis aussi très engagé. Je n'enseigne pas la musique simplement pour l'argent ou pour payer mes dettes à la fin du mois. Bon, c'est un peu ça aussi parce que c'est mon travail, mais pas seulement. Même si c'est fatigant parfois. Je parle beaucoup avec mes élèves, ce sont mes amis et je fais ça avec passion, même si parfois c'est fatigant parce que j'enseigne toute la journée et ça nous arrive, les Garbies, de nous produire en soirée. Même si c'est très fatigant, pour moi c'est un plaisir. C'est un vrai plaisir musical et surtout social. Je veux que la nouvelle génération s'épanouisse et nous dépasse. Elle, c'est ma fille. Lotfi nous emmène à la rencontre de son frère, Anis, un autre membre des Garbies. Anis tient une boutique d'instruments de musique et c'est ici que nous le rencontrons. Les Garbies sont 3 frères, musiciens jusqu'à la moelle. Ils ont débuté avec la musique depuis l'enfance. Autant dire que ça ne date pas d'aujourd'hui. Ils se lancent en tant que groupe en 2000 et se sont produits à plusieurs endroits comme le Festival international de jazz de Tabarka, le Festival international de Bizerte, le Festival international de Carthage et bien d'autres. Autant dire que l'expérience des Garbies reflète à merveille la réalité de la nouvelle scène musicale en Tunisie et de la richesse de ses influences ainsi que de son évolution au fil des années. Ça a commencé avec le Mouchhat Tunsaya, le Malouf et ces choses-là. Ensuite, à un certain moment, se sont formés petit à petit les interprètes qui ont revisité les anciennes chansons. Ensuite, certains ont commencé à composer. Quelques-uns ont réussi à percer, d'autres se sont fait connaître avec 2 ou 3 chansons, comme Chokri Bouzayen, etc. En parallèle, des groupes ont vu le jour avec un registre occidental. Qui dit musique occidentale dit country, pop et aussi le rock qui a eu beaucoup de succès. Nous, ce n'était pas notre cas. On a commencé avec les années 80, les Beatles, les Bee Gees et en parallèle, il y avait le rock, le grunge, Metallica, Nirvana et plein d'autres. Nous étions les premiers à introduire l'empreinte orientale sur des chansons occidentales. C'était le début de certains phrasés composés de quarts de temps.
Petit à petit, on a osé jouer des chansons en arabe sur des arrangements rock, pop et un peu jazzy aussi. Ça a donné un mélange. Et c'est ça le plaisir en musique, quand tu mélanges entre les instruments qui ne sont pas familiers les uns avec les autres. Tu trouves désormais des guitaristes avec des joueurs de luth, avec des joueurs de tar au niveau du rythme, mais aussi au niveau de l'arrangement. Pourtant, la scène musicale tunisienne fait face à de nombreux défis, car aujourd'hui encore en Tunisie, il n'est pas simple pour les musiciens de trouver la place qu'ils méritent au devant de la scène. Lotfi se veut tout de même optimiste, il estime qu'avec beaucoup de volonté, d'originalité et de travail, les musiciens peuvent petit à petit faire leur nid. Sauf que pour cela, ils doivent passer par un véritable parcours du combattant. Il y a une dure réalité, c'est qu'en Tunisie, nous n'avons pas de production. Les musiciens ont beaucoup de difficultés. S'il y avait des spécialistes, des professionnels, des maisons de disques, le musicien pourrait se consacrer entièrement à sa musique. Il n'aurait pas besoin de s'occuper du management, de la production. Pourtant, nous avons de vrais managers, des vraies boîtes de production. Le musicien pourrait mieux se concentrer et ne pas être distrait par d'autres choses. Mais là, il est au four et au moulin. Nous, par exemple, nous avons dû imprimer nos propres disques, mais ce n'est pas notre travail. Le travail du musicien, c'est la musique, le studio, l'enregistrement et la scène. Enregistrement, sur scène. معناش انتيغا بروفيسيونيل سي فري كنت حسنت على قبل مي ديما عندنا في العربي وفي الغربي ديما عندنا ان بروبليم دو برودكسيون. Nous n'avons pas de terrain professionnel. C'est vrai que c'est mieux qu'avant, mais nous avons toujours un problème de production. Notre point fort à nous, c'est une volonté dure comme fer. Avec beaucoup de volonté, les musiciens arrivent à se produire sur scène, même s'il n'y a pas beaucoup de concerts. Pour nous, les Garbiz, nous travaillons depuis des années dans des hôtels et des lounges. On se produit à l'étranger, mais de façon générale, on n'a pas régulièrement de festival. Mais la passion, rien ne peut l'arrêter. Quelqu'un de passionné avance toujours. Et en plus, avec nos amis, nous sommes en train de créer un terrain propice à la production. Depuis ces dernières années, on a de plus en plus de sessions live, mais ce que nous voulons faire, c'est créer une autoproduction. Les sessions live, نحبوا نخلقوا une propre autoproduction, فهمت؟ Si les Garbiz ont réussi à s'imposer sur la nouvelle scène musicale et à trouver leur public, c'est que leurs compositions se marient à merveille à l'ère du temps. Ils s'inspirent en fait de la musique des années 80 et forment leur oui d'après les mélodies des Beatles, Scorpions, Queen, etc., privilégiant toujours la recherche des tons musicaux loin de toute imitation. S'ils jouent de la musique occidentale à 80%, ils restent profondément attachés à leur culture musicale arabe. Pour preuve, une bonne partie de leurs chansons sont revêtues d'une touche orientale assez présente. Au début, c'était influence turque. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'est pas des influences seulement, c'est pas seulement du turc. C'est plusieurs trucs. Et avec les accords, ça donne un air plus, comment dire, l'arrangement et tout ça. Donc, généralement, la musique orientale, c'est des mélodies, c'est tout. Il n'y a pas d'arrangement. Avec tout ce qu'on fait, avec les accords et tout ça, ça donne une autre dimension.
Si les Gharbies ont réussi à se démarquer sur la scène, c'est en partie grâce à l'introduction de nouveaux instruments dans leur composition. Des instruments qui apportent de nouvelles sonorités et une grande richesse au folklore musical tunisien. C'est le cas de la mandoline à travers laquelle Anis nous invite à voyager bien au-delà de nos frontières, et plus précisément en Irlande, car aujourd'hui, plus que jamais, c'est à la rencontre des autres cultures que se dessine le futur de la nouvelle scène musicale tunisienne. Une scène qui poursuit inlassablement sa profonde gestation. أنيس غاربي. Cet instrument a été accroché à cet endroit. J'aime avoir un peu de tous les instruments. Du coup, à chaque fois que quelqu'un rentre dans ce magasin, on me demande combien coûte ce violon, parce que beaucoup de personnes ne connaissent pas cet instrument, ils ne connaissent pas la mandoline. Du coup, je n'arrivais pas à la vendre. Alors je me suis dit, il faut que j'en fasse quelque chose. Je suis allé sur internet, j'ai vu l'accordage et ensuite mon histoire a commencé avec la mandoline. J'ai parcouru toutes les sonorités, des sonorités venues d'Irlande, d'Algérie et même de la musique napolitaine. Et dans ce registre, il y a beaucoup d'autres morceaux qui sont très intéressants. Et c'est la fin de ce numéro de D'un monde à l'autre consacré à la musique tunisienne d'hier et d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas que la vie sans musique est tout simplement une erreur, une fatigue, un exil, comme dirait Friedrich Nietzsche. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine. D'un monde à l'autre, une émission produite et réalisée par Maïda Sili et Aïssa Khrichi. Tous les vendredis de 15h à 16h sur RTCI.